Le sans filtre, c'est quoi? Voilà. Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à cette table ronde consacrée aux forêts. Bienvenue aux Twitcheuses et aux Twitchers. Effectivement, ça fait maintenant 9 jours. Ça fait 9 jours que nous débattons ensemble sur Twitch en parallèle de la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi climat résilience. Et on ne se lasse toujours pas de ce jingle qui effectivement ouvre et ferme nos tables rondes. Donc, je le rappelle, mais en quelques secondes, hein, des débats sur Twitch, notamment parce que la majorité ayant choisi le temps législatif programmé, eh bien, nous ne pouvons pas nous présenter en séance, je parle des députés non inscrits avec lesquels nous avons pris cette initiative, donc défendre des amendements dont effectivement nous tenons à préciser qu'ils viennent souvent de vous, les ONG, que nous invitons à nos tables rondes. Et puis effectivement, aussi parce que ce débat est d'autant plus important sur Switch que le projet de loi qui est en discussion actuellement, qui est sorti du Conseil des ministres, et en plus a encore été amoindri suite à la commission spéciale, eh bien, a refusé d'aborder beaucoup de propositions de la Convention citoyenne que nous souhaitons aborder dans les débats et qui donc forcément ne sont pas abordés dans l'hémicycle puisque le projet de loi ne les intègre pas, et en particulier d'ailleurs des propositions de la Convention citoyenne qui concernent les forêts, le thème de notre journée. Donc c'est évidemment l'occasion d'en parler avec évidemment mes deux invités, Bruno Doucet et puis Nathalie Nollet. Alors, est-ce que Nathalie est... Ah oui, mais elle est là, voilà, exactement. Donc, bonjour à tous les deux. Et puis, avec ma collègue Delphine Bagary, qui est effectivement avec nous, et avec également, bien sûr, Cédric Villani, avec qui j'étais dans l'hémicycle il y a encore quelques minutes, et évidemment que j'ai quitté pour rejoindre mon bureau, parce que c'est plus facile quand même d'animer une table ronde sur Twitch depuis le bureau que depuis l'hémicycle, surtout que depuis l'hémicycle, on parle un peu en loose day, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait le droit. Tout à l'heure, on donnera la parole à Cédric, mais effectivement, il faut parler discrètement. Moi-même, je me suis fait gauler par un huissier alors que j'expliquais sur Twitch ce qui se passait dans l'hémicycle, mais voilà, j'ai manqué de discrétion. Donc, je vous avertis tout de suite, on a en plus du bol, parce qu'on a réussi à caler notre table ronde alors que se discute effectivement l'article 19 et que vont être abordés vraisemblablement dans l'heure qui vient des amendements sur les forêts, en particulier. Alors, il y a celui de Delphine Batho, effectivement, qui est très important, qui a été examiné tout à l'heure et bien sûr refusé par le gouvernement et la majorité sur la biomasse, évidemment un sujet essentiel. Donc refusé pour le motif qu'il serait déjà satisfait par le texte de loi, mais on y reviendra. Je pense que Bruno, vous y reviendrez, et puis Nathalie aussi, peut-être, j'imagine, mais qui est évidemment un élément essentiel, puisque depuis le Grenelle, évidemment, on a encouragé la biomasse comme alternative aux énergies fossiles, mais qu'il faut pouvoir effectivement développer la biomasse, mais sans évidemment porter de préjudice à nos forêts. Je pense qu'on y reviendra dans un moment. Donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'on va souvent être interrompu, enfin, je l'espère, par Cédric, parce que évidemment, il y a ce qu'on appelle la priorité au direct, hein, c'est-à-dire que quand il se passe des choses dans l'hémicycle intéressantes, d'autant plus quand elles concernent notre sujet, évidemment, on donne la parole à Cédric. Voilà, donc une table ronde pour une forêt vivante. Donc, je suis vraiment heureux d'accueillir donc Nathalie Nollet, qui est technicienne forestière. Et Nathalie, donc, vous êtes surtout, c'est pour ça que je vous ai invité, la coordinatrice du fonds de dotation Forêt en Vie qui soutient les initiatives citoyennes, les porteurs de projets pour nos forêts. Et ça, évidemment, c'est essentiel et ça sera important que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Mais vous êtes aussi, dans le cadre du réseau pour des alternatives forestières, porteur aussi de propositions en matière de politique publique, mais aussi peut-être en matière en direction des entreprises pour qu'elles respectent davantage les forêts, comme Canopé. Donc Canopé, Bruno Doucet, je crois que vous êtes chargé des campagnes hein, pour l'association Canopé, qui est d'abord une association de plaidoyer, je crois, on peut le dire, un lanceur d'alerte. Vous
vous efforcez aussi de mobiliser, mettre en réseau l'ensemble des initiatives. C'est une jeune association, Canopy, puisqu'elle est de 2018. Et puis, vous êtes bien sûr force de proposition aussi, puisque vous êtes d'ailleurs à l'origine d'amendements qu'avec mes collègues Mathieu Orphelin, Delphine Bateau et d'autres, nous défendons, enfin en tout cas nous avons tenté de défendre. Certains ont malheureusement été déclarés irrecevables, mais d'autres sont en discussion, justement, je le disais à l'instant, vont être en discussion vraisemblablement dans notre heure de débat. Et puis donc, mais vous faites aussi des propositions, je le disais, pour que les entreprises, pour la pratique des entreprises, qu'elles soient plus en respect de nos forêts. Évidemment, on ne va pas en parler cet après-midi, mais vous êtes aussi, bien sûr, à l'origine de campagnes contre la déforestation importée, hein, en particulier le soja du Brésil, l'huile de palme asiatique. Et puis, évidemment, par contre, vous êtes aussi à l'origine de campagnes dont on va parler maintenant, évidemment, sur l'interdiction des coupes rases, importance de renforcer l'Office national des forêts, dont une précédente loi, la loi ASAP, a un petit peu voulu effectivement affaiblir sa force de contrainte, peut-être. Vous nous expliquerez un petit peu ça. Et puis, voilà. Et puis, je le disais, la biomasse, donc comment on limite l'utilisation du bois pour produire l'énergie sans que, évidemment, ça encourage une alternative fossile. Vous nous expliquerez tout ça. J'ai déjà été trop long. Peut-être qu'on commence avec vous, Bruno, parce que vous êtes porteur d'amendements qui sont en discussion sur l'article 19. Alors, je rappelle que l'article 19, c'est la protection de nos hydrosystèmes. Hein, et donc, ça concerne évidemment les coupes rases et les puits de carbone forestier. Peut-être une première question tout simple. Comment est-ce que vous avez vécu un peu ce grand écart entre les propositions de la Convention citoyenne et ce qui est aujourd'hui proposé dans ce projet de loi climat-résilience? Est-ce qu'il y a quand même des avancées? Est-ce qu'il y a quand même des choses là dans ce projet de loi qui vont nous permettre, est-ce que ça sera mieux quand même après qu'avant, malgré tout? Et puis, peut-être que dans une petite heure, donc, on pourra faire un petit bilan de l'examen de cet article 19 et des amendements qui auront peut-être été adoptés et qui auront permis de l'améliorer. Je vous laisse la parole. Bruno Doucet de Canopé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me demande si monsieur le député Villani voulait prendre la parole ou pas. Je vous ai vu lever la main. Alors, quand il lève la main, parfois, c'est qu'il vote. Hein. Voilà. À mon avis, là, c'est qu'il votait. Alors, discrètement. Je ne sais pas, mais il votait. Oui, absolument. On a eu des votes là, de temps en temps, donc je lève le bras et tout ça, parce qu'en même temps, je suis actif en sciences. Pour votre information, là, on entre dans toute une longue série d'amendements déposés en particulier par la droite, mais pas que, qui visent à limiter les actions possibles qu'on va faire dans les réaménagements. Je vous ferai un petit point si quelque chose est intéressant. Il y a une longue liste de scrutins publics. Par exemple, sur l'amendement qui est ici, qui est en ce moment, sur la préservation des retenues de moulins dans le contexte dans le contexte des cours d'eau. Hein. S'agissant des moulins à eau, l'entretien, la gestion, l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, avec l'exclusion de tout autre, etc., etc. Donc, il s'agit d'un paquet d'amendements qui visent à restreindre la portée des changements qui sont en cours. Et donc, la plupart sont LR, mais comme vous le voyez peut-être sur le fil, en ce moment, c'est un amendement communiste qui vise aussi à limiter. D'accord, okay. J'ai l'impression que c'est en gros la même logique, peut-être, ou la même dynamique que ce que nous, on a pu observer sur la forêt, au niveau des amendements et des sous-amendements qui viennent restreindre ce qu'on proposait. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir et que dans un premier temps, je vais répondre à votre question qui concernait l'écart qu'on a pu constater entre ce qui a été proposé par la Convention citoyenne et ce qui est réellement dans le projet de loi. Alors, la Convention citoyenne avait proposé 10 mesures qui concernent la forêt et dans le projet de loi, il y en avait 0. Donc, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on a essayé, nous, de faire revenir ces mesures dans le projet de loi avec les amendements dont vous parliez tout à l'heure. On a eu l'occasion de faire une manifestation devant l'Assemblée nationale le 1er mars, par exemple, avec pas mal de monde. Donc, pour
pour vraiment expliquer que ces mesures étaient importantes et qu'il fallait qu'elles retrouvent leur place. Et puis ensuite, sur ces mesures qu'on a proposées aux députés, la plupart ont été déclarées irrecevables, donc au motif qu'elles n'auraient pas de lien direct ou indirect avec le texte, et certaines aussi au motif qu'elles augmentent les dépenses publiques. C'était surtout le cas des amendements qui concernent l'Office national des forêts. Voilà, notre regret le plus important, je pense, c'est celui concernant l'amendement qui visait à interdire les coupes rases supérieures à 2 hectares. Il me semble que la Convention citoyenne avait demandé même l'interdiction des coupes rases de plus de 0,5 hectares. Alors, il faudrait vérifier, mais nous, on a demandé, on a proposé 2 hectares pour aller vers une solution qui est plus simple techniquement, pour pas s'arrêter à un problème technique de taille. Et peut-être que Nathalie, tu pourras en dire plus là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose, on avait bon espoir. C'était le moment d'arrêter les coupes rases. Les coupes rases, ça révolte vraiment les gens qui ont affaire à ça. Il y a eu un reportage récemment sur France 5 qui s'appelle Sur le front des forêts françaises d'Hugo Clément, qui parlait un peu de ce thème-là. Et tout de suite après, nous, à Canopée, on reçoit des dizaines et des dizaines d'appels de personnes qui sont scandalisées par les coupes rases qu'elles voient tous les jours. Parce que certes, la forêt appartient à un propriétaire privé qui a le droit d'enlever tous les arbres pour vendre le bois, mais les personnes qui habitent autour de ces forêts, qui profitent de cette forêt pour se promener, la forêt purifie leur air, la forêt purifie leur eau, etc. Eh bien, tout ça, c'est complètement détruit par la coupe rase. Donc, l'amendement dont je parle visait à interdire les coupes rases de plus de 2 hectares, sauf raison sanitaire. Donc, il peut se produire que la forêt est attaquée et qu'il faut absolument tout enlever pour une raison précise. Et dans ce cas-là, très bien. Mais voilà, donc a priori, les interdire. Et 99, oui. Pardon Bruno, mais j'ai lu récemment qu'en 2 ans, la superficie de forêt récoltée par coupe rase en Europe a augmenté de 50%. Oui, c'est ça. Il me semble 48 ou 49 pour être exact, mais c'est ça, c'est énorme. C'est énorme. Et alors ça, il y a c'est des logiques un peu plus complexes à comprendre derrière, mais en gros, c'est parce qu'on a besoin de bois pour l'industrie et entre autres pour l'énergie. Donc ça, c'est la question de la biomasse dont vous parliez. Mais simplement pour finir en général, sur l'amendement des coupes rases, 99 députés l'ont déposé. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt réel, que c'est vraiment une question qui est là, qui est importante. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous dit qu'il n'y a pas de lien direct ou indirect avec le texte et que donc on n'en discutera même pas à l'Assemblée. Et donc, hop, ça passe à la trappe. Je t'interromps là-dessus parce que pas de lien direct. J'explique peut-être aux Twitchers et aux Twitchers très rapidement. C'est que, bon, évidemment, l'argument est imparable. Hein. C'est-à-dire que vous avez des 150 propositions de la Convention citoyenne, dont le président de la République nous avait dit on les reprendra sans filtre. Et puis, à l'arrivée, vous avez un projet de loi, effectivement, où, par exemple, sur les dispositions forêt, on n'a repris rien du tout. Et effectivement, dans le règlement, quand on dépose un amendement, il doit être en relation avec l'objet de la loi. Mais évidemment, comme ils ont supprimé les propositions qui n'étaient pas dedans, on dit, oui, ce n'est pas dans l'objet de la loi. Vous voyez, alors que c'est un projet climat résilience et que tous les amendements qui ont été déposés, effectivement, sont évidemment des amendements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour protéger la biodiversité et le vivant. Hein. Mais comme c'est pas, effectivement, c'est plus dans la loi parce que ça a été enlevé, du coup, on vous dit votre amendement est irrecevable. Voilà, juste pour expliquer aux Twitcheuses et aux Twitchers comment on s'est fait retoquer, effectivement, plein d'amendements qui clairement avaient vocation à améliorer le texte, à renforcer la lutte contre les émissions, à renforcer la préservation du vivant, mais qui ont été retoqués parce que pas dans l'objet de la loi. Voilà, je te redonne la parole. Ouais, je ne sais pas d'ailleurs si les internautes ont accès à tous les commentaires qui sont postés, mais je vois une personne qui s'appelle Muriel T. Gabi qui confirme qu'elle était dans la Convention citoyenne et qu'elle a bien participé à cette demande-là. Donc, c'est une demande qui émanait de la Convention citoyenne et qui a été reprise ensuite et qui pourtant ne sera même pas discutée. Voilà. Et par contre, peut-être, donc ça, c'est notre premier regret, on va dire. Vous voulez… ouais. Excuse-moi, je t'interromps encore parce que sur les coupes rases, il y a une question effectivement de Edelas qui nous demande est-ce qu'il est possible d'interdire les coupes rases au niveau des municipalités via un arrêté municipal? Alors, non. Il faudrait, à ma connaissance, non. Il faudrait que peut-être, Nathalie, tu m'aides sur ce coup-là parce que je suis nouveau
sur le sujet. Alors, Nathalie, vous pouvez vous interrompre tous les deux, hein, parce qu'en fait, c'est pas obligé l'un qui parle, 10 minutes, enfin voilà, on n'est pas obligé de faire comme ça, hein, donc allez-y. Hein. Oui, mais c'était très intéressant ce que disait Bruno, donc il n'y avait pas de raison que je le coupe. Oui, alors pour les coupes rases, c'est compliqué parce qu'en fait, donc au niveau des communes, si c'est des forêts communales, là, il y a possibilité éventuellement d'agir en tant que propriétaire, donc de dire à l'ONF, on refuse, puisque souvent les forêts communales sont gérées par l'Office national des forêts, donc de dire à l'ONF, on refuse les coupes rases que vous nous proposez, ce qui est un peu compliqué si elles sont inscrites dans le plan d'aménagement. Après, le propriétaire, il est souverain sur sa forêt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans une commune, dire on refuse les coupes rases et que ça ait valeur d'interdiction de la coupe rase chez un propriétaire privé qui fait ce qu'il veut chez lui tant qu'il est dans les clous de la loi. Donc non, c'est quasiment impossible d'interdire les coupes rases. À ce moment-là, si je peux me permettre de compléter quelque chose pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas bien le sujet, il faut savoir qu'en France, 75% de la forêt est privée et 25% est publique. Et les 25% publics, donc c'est des forêts domaniales qui appartiennent à l'État et communales qui appartiennent aux communes, ces forêts publiques sont gérées par l'Office national des forêts. Donc l'acronyme ONF, je ne sais pas si c'est forcément évident pour tout le monde. Et donc 75% privé, d'où l'importance du sujet dont on va parler avec Nathalie, c'est-à-dire les initiatives citoyennes qui acquièrent des forêts. Voilà, donc on y viendra dans un instant. Exactement, ouais, mais 25% de public, évidemment, c'est moins que 75, mais c'est quand même pas si peu. Et si ces 25% sont bien gérés, déjà, c'est un sacré progrès. Et c'est pour ça que nous, on essayait de faire en sorte qu'il y ait un amendement qui concerne les effectifs de l'Office national des forêts, qui sont en train de diminuer drastiquement, qui ont été, il me semble, alors là, il faudrait avoir le chiffre exact, mais c'est 38% des emplois qui ont été supprimés en 20 ans à l'Office national des forêts, alors qu'on est dans une situation de changement climatique où évidemment les forêts ont de plus en plus besoin de nous et nous avons de plus en plus besoin des forêts. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout le moment de réduire les effectifs. Et bien là, on avait deux amendements qui concernaient cette question-là, qui ont été également déclarés irrecevables. Donc, c'est notre deuxième grande déception, on va dire, entre pour répondre à cette question, entre la différence qu'il y avait entre ce que proposait la Convention citoyenne, qui elle aussi proposait de renforcer les effectifs de l'Office national des forêts, et ce qui va finalement se trouver dans le texte. Alors, je vais vous proposer de donner la parole là encore à Frédéric Tufnel, qui est revenu pour nous expliquer un peu pourquoi on parle autant depuis quelques minutes et sur tous les bancs de moulins à eau. Salut Frédéric. Salut Frédéric. Oui, alors, oui. Donc, oui, pour vous expliquer, en fait, les propriétaires de moulins sont souvent des propriétaires qui n'entretiennent pas leurs moulins. Et on voit par exemple, il y a des rivières ou des fleuves, il y en a un, je ne sais plus où, mais qui a en fait 300 moulins sur tout le long du fleuve. Et on imagine bien, au nom de la continuité écologique du cours d'eau, que les poissons ne peuvent absolument pas remonter ce cours d'eau. Et donc, il y a des moulins qui sont entretenus, par contre, qui ont des passes à poissons qui existent. Et ça, c'est très pratique, c'est très bien. Donc, on encourage les propriétaires à mettre des passes à poissons, à entretenir leurs moulins. Par contre, ceux qui ne font rien, il faut qu'ils soient, souvent le ministère de l'écologie a une liste de moulins avec une classification des eaux, des cours d'eau, qui les oblige en fait à les détruire. Donc, eux, ils disent non, on veut absolument les conserver au titre du patrimoine. C'est un patrimoine, et c'est vrai que moi, je suis tout à fait attachée à mon patrimoine des moulins, mais c'est à partir du moment où ils ne sont pas entretenus, c'est une difficulté. Donc voilà, toute la question est posée. Est-ce qu'on privilégie le patrimoine? Est-ce qu'on privilégie la continuité écologique des cours d'eau, la biodiversité, la faune? Ils ont des retenues d'eau en plus qui peuvent aider à des périodes d'inondation. Donc il y a tout un sujet qui est compliqué. Hein. La solution, elle n'est pas mise. Moi, je ne serais pas favorable à ces amendements-là, mais en tout cas, le débat mérite d'être posé. Alors, je précise que Frédéric, dans notre feu groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, était vraiment notre spécialiste de la ressource en eau. Voilà. Merci, merci Hubert. Alors, Bruno, tu veux reprendre, mais il y a quelques questions dans le chat, là. Donc, notamment une question qui portait sur l'amendement qui a été déclaré recevable de soutien de l'ONF. Donc, l'ONF qui se bat depuis des années pour avoir un peu plus d'argent pour bosser correctement et qui se fait rembarrer direct par le gouvernement. Comment préserver correctement l'environnement si on ne paye pas les personnes qui y travaillent concrètement? Je crois que ça est effectivement l'objet d'un de vos amendements
n'a pas été retenu. Question rhétorique. Pardon? Question rhétorique. Ouais. Je veux dire, la réponse est dans la question. Et effectivement, Oui, voilà. c'est pas possible. Les personnels de l'ONF ont de plus en plus de missions. On leur demande de faire de plus en plus de choses et en même temps, on leur supprime les postes. Donc, ils sont pas capables de tout faire et forcément, on leur demande en plus de sortir de plus en plus de bois des forêts. Ce qui passe à la trappe, c'est la préservation écologique. Oui, il y a aussi un glissement des missions des personnels de l'ONF. Moi, personnellement, je travaillais 10 ans à l'Office national des forêts et j'en suis partie après la réforme de 2002 qui était vraiment le début où ça commençait vraiment à glisser fortement vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a un glissement des missions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnels qui sont embauchés à l'Office ne sont plus du tout des personnels de la fonction publique et ce sont des personnels de droit privé à qui on demande de ne plus remplir les missions qui étaient des missions d'intérêt général et surtout qui étaient des missions régaliennes, donc surveillance des limites, enfin tout un tas de choses qui étaient des missions qui n'étaient pas rémunératrices et qui aujourd'hui on demande au personnel de ne plus les mener donc, et d'avoir des missions qui sont exclusivement rémunératrices pour l'Office. Et donc ça, c'est pas anodin dans le fonctionnement de l'établissement aussi. Il y a une grosse pression qui maintenant s'opère sur le personnel avec des objectifs forts à remplir et en étant de moins en moins nombreux sur le terrain pour les remplir. Et si je peux ajouter un truc à ce que tu dis qu'il y a de plus en plus de pression sur les personnels. Tout à l'heure, on parlait de l'utilité que nous, on a de l'ONF et des choses qu'on perd si l'ONF est réduit. Donc ça, c'est une chose. Mais effectivement, du point de vue de l'ONF, la pression, elle est énorme. Et moi, ça fait pas longtemps que je connais le thème de le sujet de la forêt. Mais en le découvrant et en allant passer du temps avec des personnels de l'ONF qui sont des gardes forestiers, j'ai découvert à quel point c'est important pour ces personnes que la forêt dans laquelle ils vivent, que la forêt qu'ils gèrent ne soit pas complètement surexploitée et détruite. Et en fait, il y a un lien hyper fort entre les personnels de l'ONF, les gardes forestiers, et la forêt qu'ils gèrent. Et quand on leur donne pas la possibilité de gérer correctement cette forêt, la pression, elle est énorme. Et la situation au niveau des individus qui travaillent à l'ONF, c'est super difficile. Des gens, ils sont vraiment en dépression, il y a eu des suicides, ça va pas du tout. Donc, non seulement pour nous, citoyens qui aimons la forêt, il y a un problème, mais pour les personnes qui s'en occupent aussi, il y a un problème énorme et grave et urgent. Alors, il y a, oui, pardon, j'ai le micro. Il y a une question de, alors, c'est un Twitcher fidèle, parce que je vois souvent son nom, Salvagraph, qui nous demande ne peut-on pas nationaliser les forêts, éviter de se retrouver avec des cultures d'arbres et non des forêts? Ça serait de l'expropriation, en fait. Alors moi, c'est un vaste sujet, un vaste projet. Ça me paraît compliqué, d'autant plus que ce qui se passe dans les forêts gérées par l'Office, c'est pas toujours très beau non plus. C'est pas ce qui se passe chez les privés et en opposition avec ce qui se passe dans les forêts publiques. C'est pas si binaire que ça. C'est pas tout est mauvais chez les privés et tout est beau chez les forêts, on va dire nationalisées, qu'elles soient domaniales ou communales. Donc moi j'ai envie de dire, faut éviter de mettre ce débat des deux parties. Il se passe des choses très bien chez les privés aussi. Et il se passe aussi des choses pas top dans les forêts communales et domaniales. Donc ça, c'est très important. Moi, je n'ai pas envie qu'on stigmatise le propriétaire privé qui serait forcément le méchant qui fait n'importe quoi dans sa forêt. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui font des choses très bien. Et souvent, ce qui se passe aussi en forêt privée aujourd'hui, c'est parce que les propriétaires ne sont pas informés de ce qu'on peut faire. Et c'est là aussi que c'est là où c'est très important finalement que les habitants, les citoyens des territoires se réapproprient aussi la question forestière, c'est parce qu'on désinforme les gens. On leur fait croire que la coupe rase, c'est le seul mode de gestion des peuplements qu'ils ont autour d'eux et qui sont chez eux. Et ça, c'est faux. Donc, il faut aussi qu'on prenne le temps d'informer et de proposer des formations aux propriétaires pour qu'ils connaissent mieux leur forêt et pour qu'ils sachent les différentes options qu'ils ont de gestion dans les peuplements qu'ils ont. Il y a une question sur les coupes rases qui vient de sortir là. Sur le sujet des coupes rases, peut-on imaginer une préemption de ces coupes rases privées par une association d'éco-citoyens gagnant-gagnant? Je vais peut-être laisser Nathalie répondre, mais juste avant ça,
La deuxième partie de la question qui a été posée par la personne fidèle qui pose plein de questions sur Twitch, qui dit pour ne pas se retrouver avec des cultures d'arbres à la place des forêts. Ça, c'est une différence qui est hyper importante pour les personnes qui connaissent pas bien la forêt. C'est que souvent, on parle de la forêt comme ça en général, et c'est un amas d'arbres, quoi, c'est une forêt. Et le ministère de l'Agriculture explique souvent que la surface de la forêt, donc amas d'arbres en général, augmente en France. Et ça, c'est vrai. Sauf que ce qui augmente, c'est pas les forêts naturelles ou bien les forêts gérées d'une certaine manière, avec d'une manière proche des cycles naturels, avec plusieurs essences. C'est les plantations d'arbres, effectivement. Donc ça, c'est pas vraiment, nous, on n'appelle pas ça une forêt. C'est pas une forêt vivante. C'est pas une forêt dans laquelle il y a de la biodiversité, des animaux, etc. C'est on plante comme en agriculture intensive des arbres en ligne de la même essence. Et puis très vite, quand à 40 ans ou à 30 ans, on coupe tout, on récolte tous les arbres d'un coup et on détruit tout ce qu'il y avait. Et donc ça, c'est pas une forêt. C'est pour ça qu'effectivement, cette différence-là entre culture d'arbres et forêt elle est très importante et que l'argument qui dit que la surface de la forêt augmente en France, il faut absolument le déconstruire. Enfin, il ne faut pas se fier à ça. Ouais. Après, sur la deuxième question, Nathalie, je pense que tu me donneras une meilleure réponse que moi. Sur la préemption après coupe rase, Ouais. bon, là où il faut faire attention, bon, moi, la préemption, j'ai toujours un peu du mal avec ça parce que bon, c'est imposer des choses et je pense qu'il vaut mieux faire avancer les choses par le dialogue et la formation qu'en imposant des choses. Et puis, il faut faire attention, c'est que si on met en place quelque chose pour dire, bon, bah, ça a été coupé, on va le prendre pour faire quelque chose de mieux dedans, est-ce qu'on ne risque pas de faire que les gens vont se dire, bah, tiens, finalement, on peut couper, donc on récupère les sous des bois, et puis derrière, il y a des gens, ils vont nous racheter nos terrains pour pouvoir faire des choses bien dessus. Donc, il faut faire attention en voulant bien faire, de ne pas, des fois, finalement, entretenir l'engrenage. Voilà, je ne réponds pas franchement sur le côté préemption, mais moi, ce que j'ai envie d'apporter comme témoignage, c'est plutôt tous les citoyens là, qui créent des groupements forestiers. Oui, ça, on va y venir. Hein. J'ai bien prévu que. Mais on peut y aller tout de suite. Et qui, du coup, en fait, c'est une réponse, c'est-à-dire que, étant donné que quand on est propriétaire, finalement, on est souverain sur sa parcelle ou sur ses parcelles et on fait à peu près ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est de se dire, devenons propriétaires et puis faisons ce qu'on a envie de porter comme gestion et comme approche multifonctionnelle de la forêt dans des forêts qui nous appartiennent. Et l'idée, c'est pas de devenir propriétaire forcément à titre individuel, mais bien à titre collectif pour que les forêts redeviennent des biens communs, qu'elle soit de nouveau ouverte et accessible et agréable finalement aux habitants des territoires. Et donc, il y a plusieurs formules pour devenir propriétaire de ces forêts. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se regroupent en groupements forestiers citoyens, comme je le disais. Donc là, si vous voulez un peu plus d'infos, vous avez des infos sur les groupements forestiers sur le site des alternatives forestières, donc du réseau pour les alternatives forestières. Et sinon, donc après, il y a des associations qui fleurissent aussi et qui achètent des forêts, soit pour les préserver de façon vraiment sans aucune activité humaine à l'intérieur, soit pour développer des activités alternatives et de la gestion douce. Quand je dis des activités alternatives, ce n'est pas forcément de la récolte de bois. Il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent aussi pour développer des activités culturelles en forêt, pour développer de la sylvothérapie, pour développer de l'école en forêt. Voilà, ce sont vraiment des activités qui commencent vraiment à se déployer en forêt de façon assez importante. Mais alors, comment vous soutenez ces initiatives? Alors, comment ça se passe s'il y a un collectif de citoyens qui veut effectivement, qui se met à plusieurs pour acquérir une forêt, pour pouvoir la gérer oui, je ne sais plus si j'ai précisé, donc évidemment, vous êtes dans le réseau pour les alternatives forestières, donc j'imagine que les initiatives que vous soutenez, et il y a j'imagine une charte dans la gestion des forêts. Les citoyens qui ont ce projet-là, comment vous les aidez? Est-ce que c'est eux qui acquièrent ou c'est vous qui acquérez la forêt? Il y a les deux cas de figure, en fait. Donc, déjà, pour répondre à la première partie de la question, oui, effectivement, nous, on a édité une charte, qui est la charte du réseau pour les alternatives forestières, dans laquelle on a décliné ce qu'on souhaitait voir en forêt et l'état d'esprit dans lequel on voulait que les interventions se fassent. Donc là encore, cette charte, elle est visible sur le site donc alternativeforestières.org,
tout au pluriel. Voilà, ça c'est le premier aspect. Et ensuite, donc, il y a deux cas de figure. Effectivement, soit ce sont des collectifs de citoyens qui se mobilisent parce qu'ils veulent porter des choses, des projets dans les forêts, mais ils ne souhaitent pas forcément être propriétaires. Donc, le fonds de dotation Forêt en Vie a pour mission d'acquérir les forêts avec un financement citoyen participatif et de mettre ces forêts à disposition à travers un bail forestier qu'on a travaillé pour que ça soit un bail forestier environnemental et qui promeut une gestion durable. Et donc, on met à disposition ces forêts à des collectifs, à des associations sur du très long terme pour qu'ils puissent développer les activités qu'ils souhaitent dans ces forêts et qui sont bien évidemment en adéquation avec la charte du RAF. Soit ce sont des gens qui ont envie de créer donc, un groupement forestier et auquel cas, quand ils se rapprochent de nous, on leur explique, on peut les mettre en lien avec des gens qui ont déjà monté des groupements forestiers, on peut leur donner des exemples de statuts et on peut les aider un peu dans les démarches administratives qu'il faut faire pour créer ces groupements forestiers. Et puis Nathalie, simplement, tu disais, quand on est propriétaire, on peut faire un peu ce qu'on veut avec sa forêt. C'est évidemment un peu vrai, je veux dire, on peut décider de ne pas faire des coupes rases, etc., même si on y est assez vite incité. Je laisse. Non, Cédric, vas-y. Ouais, c'est assez sympa, là, ça y va de façon assez… c'est bien de mettre un peu du direct de l'Assemblée. Oui, et puis du coup, évidemment, on fait une bise à Delphine qui est dans l'hémicycle également. Salut Delphine. Mais tu as mis un truc sur… Ah voilà. Là, pour voir l'ambiance. Alors, on écoute la séance, c'est ça Cédric ? On a un peu de direct. Et alors, juste un truc, juste avant, il y a quand même deux amendements de Mathieu qui devraient arriver, le 45-75 et le 45-72, qui sont suggérés par Canopé. Sur la conservation des puits de carbone, sur la révision des principes de la gestion forestière. Allez-y, allez en hémicycle, ça vaut le coup. OK. Alors, on va dans l'hémicycle. La destruction des retenues d'eau. Les 3 000 à 5 000 destructions déjà opérées représentent une perte de plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau douce soustraits à notre territoire et qui ne participent dorénavant plus à l'alimentation de nos nappes comme elles le faisaient pourtant depuis des siècles. Par ailleurs, la doctrine de continuité écologique destructive obère le développement de la petite hydroélectricité. Je rejoins ici mes collègues normands. En Normandie, plusieurs moulins producteurs d'hydroélectricité ont été rachetés avec des subventions à 100% de l'agence de l'eau Seine-Normandie afin d'être détruits. Est-il normal, alors que nous avons voté la loi énergie-climat à la fin de l'année 2019, que les agences de l'eau financent sur fonds publics la destruction de ces productions pourtant encouragées par la loi ? La France possède le plus important potentiel européen de petite hydroélectricité, évalué à la consommation électrique annuelle d'1 million de foyers hors chauffage, d'après l'étude européenne Restore Hydro. Il convient de le valoriser et non de concourir à travers les finances publiques à sa destruction. Mes chers collègues, il est grand temps de mettre un terme à cette politique de destruction qui a dévoyé la lettre et l'esprit de nos lois au profit d'une doctrine radicale ne faisant l'objet d'aucun consensus scientifique et participant à la destruction d'un patrimoine ancien dont les données historiques prouvent qu'il n'est en rien responsable des désordres écologiques que connaissent nos cours d'eau. Des milliers de moulins à eau qui jalonnent nos territoires depuis des siècles, et cela a été dit ici même par mes collègues, représentent un précieux héritage qu'il convient de mettre en valeur au service de la transition énergétique et la lutte contre les effets du dérèglement climatique, ce qui est l'objet même de cette loi que nous discutons aujourd'hui, afin de préserver en particulier une ressource vitale dont nous commençons à manquer cruellement tous, qui s'appelle l'eau. Je vous remercie. Et alors, on a bien vu ici une longue plaidoirie qui d'ailleurs n'est pas normalement autorisée, puisqu'elle a dépassé très très largement ces 2 minutes pour atteindre quasiment ces 4 minutes. La présidente a laissé dire parce que tout le monde l'écoutait avec attention, et on est sur une série d'amendements qui sont tous les mêmes, des amendements que critiquait tout à l'heure Frédéric Tuchnel, et qui est issu effectivement beaucoup de riverains, de la Fédération des Moudins, etc. Donc les arguments entendus sont quand même tous bons. Vous pouvez nous dire qui intervenait ?
à l'instant? C'était Stéphanie Kerbach. Ah voilà, avec autant de fougue. Et pourquoi elle crie? Parce enfin, une question comme ça dans le tweet, c'est parce qu'elle s'exprime souvent comme ça dans l'hémicycle. Donc Stéphanie Kerbach, députée LAREM. Hein. Ok. Absolument. Et, non, juste une remarque par rapport au temps. Souviens-toi, Delphine, on est sur du temps programmé, donc ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Voilà. Simplement, ça fera moins de temps pour les collègues, puisque le temps législatif programmé, chaque groupe politique a un nombre d'heures sur les 3 semaines de débat. Et donc, s'il a épuisé au bout de 2 semaines, pendant la dernière semaine, ils peuvent juste dire défendu sur leurs amendements. Voilà. Et les non-inscrits, depuis le début, ils ne peuvent que dire défendu. C'est pour ça que nous avons créé cette chaîne Débat sans filtre sur Twitch, pour pouvoir nous exprimer et surtout aussi vous donner la parole. Donc, il y avait pas mal sur le chat là. Il y a Edelas, en tant qu'élu municipal, je souhaiterais aider nos propriétaires privés pour les aider. Y a-t-il des personnes avec qui je pourrais échanger ou de la documentation sur laquelle je pourrais me baser pour ça? Voilà, donc un élu municipal qui est preneur effectivement d'informations pour pouvoir aider les propriétaires privés de forêt. À la fin, vous redonnerez peut-être vos adresses mail ou vos sites internet, ou peut-être notamment Nathalie, qui pourra effectivement informer cet élu municipal. Alors, simplement, les communes forestières sont aussi les élus municipaux qui disposent de forêts. On les invite tout à fait aussi à nous contacter, Canopée. On est en train de travailler ensemble. On a récemment animé un webinaire depuis les Vosges, dans lequel de nombreux postes de l'ONF sont supprimés, conjointement avec les membres de l'Office national des forêts et des maires, beaucoup de maires, tous les maires de la vallée dans laquelle on était, qui sont préoccupés par ces questions-là. Donc, évidemment, ils peuvent aussi nous contacter. Ok. Et ben voilà. Donc, je suppose que, comment il s'appelle, Edelas, j'espère, a eu sa réponse. N'hésitez pas, Edelas, à contacter Canopée et le réseau pour une alternative forestière. Alors, on continue peut-être un peu avec le chat. Salvagraph, à nouveau, qui nous demande: est-ce normal, par contre, dans une forêt, de raser des parcelles pour créer des zones de passage pour faciliter l'accès aux engins forestiers? Ne risque-t-on pas de fragiliser la forêt face au vent? Et voilà. Là, on est sur une question un petit peu plus technique, j'imagine, qui veut parler des cloisonnements d'exploitation qui sont réalisés, en fait. Et en fait, ces zones, pour permettre aux engins de passer, sont créées pour éviter que les engins passent partout dans la parcelle et risquent de tasser le sol sur toute la surface. Donc, encore une fois, suivant comment c'est fait et ce qu'on pratique comme sylviculture derrière, mais pour le coup, les cloisonnements d'exploitation, de récolte de bois, en fait, sont faits pour limiter justement le tassement des sols et faire que les engins passent toujours au même endroit. Donc, je serais tentée de dire que c'est plutôt positif. D'accord. Alors, on continue un petit peu encore avec le chat, parce que j'ai pas mal de questions. Alors, il y a Fred qui, effectivement, aborde la question des éco-parkings. Faire une coupe rase et mettre du gazon et 3 panneaux solaires et appeler ça éco-parking, c'est une aberration. Y a-t-il un cahier des charges pour être éco-parking? Je ne sais pas si vous êtes en capacité d'en répondre à cette question, mais bon, on la met quand même. Et il dit: je complète, faire une coupe rase et mettre du gazon et 3 panneaux solaires, appeler ça éco-parking. Non, il ne complète pas, il répète, pardon. Oui, surtout que la surface de stationnement n'est pas incluse dans la loi climat pour le décompte de l'artificialisation des sols, et des députés LAREM évoquent les éco-parkings, justement. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, ou si peut-être qu'il y aura l'occasion de réaborder cette question avec d'autres invités plus tard, puisque je crois qu'on aura des sujets assez proches. Alors, moi, je trouve ça très drôle, enfin, très triste, mais c'est drôle dit comme ça, de raser une forêt pour mettre un éco-parking à la place et penser que c'est bon pour le climat, mais je ne connais pas le sujet. Nathalie? Non, effectivement, le sujet des éco-parkings n'est pas mon domaine, mais par contre, normalement, on n'a pas le droit. Une forêt doit être replantée. Quand elle est rasée, elle doit être replantée. C'est-à-dire qu'une forêt, un sol qui a une destination forestière doit rester forêt.
Et donc, ce qui est un petit peu plus, ce qui fait tiquer, et là, on voit bien que politiquement, on soutient les coupes rases et même le fait que des forêts deviennent autre chose que des forêts, c'est que c'est accordé, que ce sol forestier ne soit plus dédié à la forêt. Et ça se fait de plus en plus, malheureusement. Ok. Je ne sais pas si Cédric et Delphine, parce qu'on a une question. Ouais. On a une question de Roger Soleil. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Loïc Prud'homme devant l'Assemblée. Si ce n'est pas de la dictature, ça y ressemble fort. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Loïc Prud'homme. Loïc Prud'homme, c'est notre collègue de la France Insoumise. Hein. J'espère que vous soutiendrez pour l'exclamation, mais vous peut-être que... J'ai croisé Loïc Prud'homme tout à l'heure. Il avait l'air en bonne santé, même s'il a toujours sa béquille à cause de son accident de vélo. Oui. Mais je vous tiendrai au courant. Je vais lui demander pour en savoir plus. Peut-être vous pouvez revenir un petit coup à la séance. C'est intéressant. C'est maintenant la réponse de la rapportrice à tous ces amendements pour préserver les moulins à eau. D'accord. Bah, allons-y alors. Allons en séance. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur Lecoq, j'ai entendu des députés s'exprimer avec ferveur et passion sur un sujet qui, on le sait, les déchaîne depuis un certain temps déjà. Je crois qu'il faut qu'on arrive peut-être à essayer de reposer 2-3 éléments de discussion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Déchaîner des passions, c'est pas grave, hein, vous savez, il n'y a rien de péjoratif à ça, tout va bien. Donc, je vais simplement... En dépit, si Madame la rapporteure, chers collègues, en dépit... Ah, on peut vraiment plus rien vous dire, s'il vous plaît. Je vais essayer, s'il vous plaît. Madame la rapporteure, vous permettez une minute? Chers collègues, en dépit de la passion justifiée que suscite la défense des moulins... C'est comme à l'école, comme en classe, vous voyez. Courtoisement, l'avis de Madame la rapporteure. Merci. Merci. Sans interpellation aucune, je voudrais simplement rappeler d'abord une chose. Seulement 11% de nos cours d'eau font actuellement l'objet d'un classement en liste 2 au titre du principe de la continuité écologique. C'est ce que je disais tout à l'heure à Madame Boucher. Et donc, ce sont seulement ces 11%-là qui sont soumis à des obligations s'agissant à la fois du transport des sédiments et de la circulation des espèces. Cette continuité, c'est un élément fondamental pour le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et nous avons pris, en tant qu'État, des engagements pour assurer ce bon état de l'eau auprès de nos partenaires européens. Il se trouve qu'à ce jour, nous sommes très loin des objectifs que nous nous sommes fixés. Et je crois qu'il est important de le rappeler parce que c'est quand même un de nos objectifs à tous que de faire en sorte que l'eau, qui est une ressource précieuse, dont nous parlons depuis tout à l'heure, puisse être à la fois cette ressource pour nous, mais aussi cet espace de biodiversité pour les espaces aquatiques. Aujourd'hui, sur les dizaines de milliers de moulins que compte notre pays, 5000 doivent encore être rendus transparents, comme on dit. Mais cela n'impacterait au maximum que 1600 seuils. Ces 1600 seuils ne sont pas tous utilisés, loin de là. Et ils sont actuellement en consultation, ils font l'objet d'une consultation depuis plusieurs semaines déjà, auprès de la population pour pouvoir justement s'exprimer sur ces sujets. Je rappellerai enfin une chose importante, puisqu'on a beaucoup parlé d'hydroélectricité, c'est la loi du 24 février 2017 qui a exempté en fait tous les moulins déjà utilisés pour produire de l'électricité qui existaient au moment de son adoption de ces obligations. Donc aujourd'hui, à moins que des dizaines et des dizaines de moulins ne se soient mis à produire entre 2017 et aujourd'hui de l'hydroélectricité sur notre territoire, tous ceux qui en produisaient déjà ou qui avaient des projets pour en produire ont été protégés par la loi de 2017. Pour en revenir à vos amendements, outre le fait qu'ils relativisent fortement le principe de la continuité écologique en affirmant que tous les autres usages du cours d'eau, et notamment ces usages énergétiques, y compris potentiels, ne pourraient être remis en cause, en interdisant en fait comme un principe la destruction des seuils de retenue des moulins,
finalement, ils affaiblissent l'objectif qui est important et qu'on a tous sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Je voulais enfin préciser, et je laisserai Madame la ministre compléter, les moulins patrimoniaux qui sont chers à vos cœurs, et notamment à celui de Monsieur Le Fur, en réalité, ils ne sont pas protégés. Ils sont déjà protégés au titre de leur intérêt patrimonial, et y compris d'ailleurs leurs abords. Enfin, sur le coût et le rôle des agences de l'eau. Moi, je tiens vraiment à défendre ici le rôle des agences de l'eau. Parce que je crois que là, on est peut-être sur un micro-sujet, et c'est méconnaître tout ce qu'elles font au quotidien pour la préservation de nos bassins, pour la préservation de la continuité hydraulique, pour la préservation de la biodiversité dans nos cours d'eau et dans les espaces aquatiques. Je peux vous assurer que j'ai discuté avec 5 des 6 directeurs des agences de l'eau. On va peut-être reprendre. Cédric, n'hésite pas à nous réinterrompre par contre. Voilà, donc on va pas écouter la réponse de la ministre sur les moulins. Je rappelle, hein, bon, la plupart des twitcheuses et twitchers, vous savez comment ça fonctionne, mais je rappelle quand même, hein, quand vous avez un texte de loi en discussion à l'Assemblée, en fait, vous avez donc évidemment la ministre ou le ministre en charge qui est au banc, et puis vous avez pour chaque loi, la majorité a choisi effectivement un rapporteur de la loi. Et quand c'est une loi très importante comme celle-là, il y a un rapporteur général qui est donc Jean-René Cazeneuve, que vous avez vu là, à côté de Sandra Motin qui était assis, donc qui est le rapporteur général de la loi. Et puis vous avez des rapporteurs par grand chapitre, on va dire. Et donc actuellement, c'est Sandra Motin sur ces chapitres-là, mais il y a eu Aurore Berger avant et d'autres. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il y a un amendement, ou un groupe d'amendements identiques ou bien en discussion commune, eh bien, vous avez ensuite la réponse de la rapporteure qui représente la commission qui est saisie au fond, et ensuite de le ou la ministre. Voilà. Bien, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'ai pas mal de questions encore sur le chat. Je ne sais pas si Bruno, Nathalie, vous souhaitez reprendre, nous redire des choses, ou est-ce qu'on retourne sur le chat? Non, ce dont j'aimerais bien parler, c'est des 2 amendements qui devraient être discutés voilà. Assez bientôt voilà, à l'Assemblée. C'est important. Donc, ces 2 amendements qui ont été proposés par la Convention citoyenne, qui ont été écartés comme tous les autres, que nous avons remis sur la table, qui n'ont pas été déclarés irrecevables, qui vont bien être discutés. Il y en a 2. Le premier, il concerne la révision des principes de la gestion forestière. Donc, en fait, le but de ça, c'est de réécrire le début du code forestier, parce que le code forestier balance plein de notions qui ne sont pas forcément très cohérentes les unes avec les autres dans ces premières lignes et qui sont structurantes pour la suite. Et là, le but de cet amendement, c'est de rendre ce début de code forestier cohérent et d'inscrire un certain nombre de principes. Cet amendement, il a été massivement relayé par les députés. On a 153 députés qui l'ont déposé. Maintenant, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il a été sous-amendé, c'est-à-dire qu'il a été remodifié. Donc, il y a une version de l'amendement, peut-être qui passera tout à l'heure, c'est l'amendement numéro 265 qui sera présenté par M. Dino Cinieri, qui est député Les Républicains. Et dans cet amendement-là, il n'y a plus du tout, il a été complètement vidé de sa substance. Tout qui était important pour nous a disparu. On était très content que cet amendement soit recevable, qu'il soit massivement relayé et qu'il avait une chance de passer. Et effectivement, il a une chance de passer, mais il ne servira à rien. Notamment les alinéas 3 et 5 qui ont été supprimés sous le prétexte que la notion de gestion durable inclut déjà l'idée de bon état de conservation. Nous, on voulait inclure cette idée de bon état de conservation dans le code forestier, mais c'est complètement faux puisque seulement 18% des forêts d'intérêt communautaire sont dans un bon état de conservation. Ça, c'est le ministère de l'écologie qui le dit. Donc, c'est pas sorti d'un chapeau et il y a absolument besoin que ça soit inscrit dans le code forestier et malheureusement, ça ne va pas être fait. Alors, à moins que ce ne soit pas cet amendement-là qui passe sous cette forme, mais que ce soit le 45-72, donc qui est présenté par l'idée générale, c'est d'avoir une sylviculture plus proche des cycles naturels, hein, c'est ça en fait. Exactement, et c'est de l'inscrire dans le code forestier tout de suite au départ et d'avoir quelque chose
de cohérent. Voilà. Et donc ça devrait… Observer la diversité des essences, tout ça. Hein. Exactement. Et le deuxième, c'était celui d'inscrire un objectif de conservation du puits de carbone, exactement, puisque en ce moment, en fait, la récolte de bois augmente et le but était de cet amendement-là d'arrêter l'augmentation des récoltes. Si on regarde sur 2015-2018, le puits de carbone a diminué de 2,5% par an, donc chaque année, c'est selon le Haut Conseil pour le climat, donc c'est énorme, et le but c'était d'arrêter ça. Et cet amendement-là a été pas mal relayé non plus, donc on va voir tout à l'heure ce que ça va donner. Je sais pas, je le vois pas dans la liste des amendements qui sont à discuter, mais peut-être qu'il arrivera un peu plus tard. Normalement, il y a Delphine et Cédric, les amendements, donc 45-72 et 45-75, dont Mathieu est le premier signataire. Remarquons. Pas tout de suite. Là, pour l'instant, on est toujours sur les moulins à eau. Ça fait 42 minutes qu'on est sur les moulins à eau. Frédéric Tufnel a demandé la parole. Elle va prendre la parole dans quelques instants. Ça pourrait être intéressant de l'entendre. Elle connaît très bien. Il nous reste 7 minutes. Mais OK, donc ça, vraisemblablement, ils passeront quand on discutera vélo, c'est-à-dire la prochaine table ronde. Synchronisation, ça montre aussi l'imprévisibilité de l'Assemblée nationale, par exemple. Tu veux qu'on écoute Frédéric, c'est maintenant ou… C'est pas tout de suite, pas tout de suite. Okay. Alors, je redonne la parole à Nathalie et Bruno. Donc, Bruno, sur les amendements, je crois que d'autres choses sur ces amendements qu'on… Non, on attend avec impatience le vote tout à l'heure. On espère que ce ne sera pas la version modifiée qui passera, puisqu'elle ne servirait à rien, et que les députés vont pouvoir se mettre d'accord pour voter quelque chose qui changera enfin quelque chose en forêt. Voilà. Bon, du coup, le seul avantage qui ne passe pas maintenant, c'est que je pourrais être dans l'hémicycle au moment du vote. Voilà, c'est très bien. Dans 10 minutes. Et puis, vous n'aurez pas notre déception en direct sur nos visages pendant le… On fera bien attention, effectivement, au sous-amendement du collègue Dino Cineri, du coup. Hein. Exactement. Oui, dans sa forme actuelle, le 265, donc qui est la version modifiée du 45-72, à rejeter, ne sert à rien. OK. Nathalie ? Oui, moi, ce que je voulais quand même apporter une petite note d'espoir et dire que contrairement à ce qu'on entend, on peut très bien prélever du bois en forêt de façon vertueuse, en respectant les écosystèmes et en travaillant aussi bien pour que la forêt nous fournisse du bois de qualité et pour que la forêt puisse évoluer elle aussi correctement et en respectant son rythme et tout ce qui la compose. Donc, moi, je voulais vraiment insister là-dessus. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. On entend plein de choses, de dire que voilà, aujourd'hui, les coupes rases, c'est pour répondre à la demande, etc. etc. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas. On entend dire que c'est le seul moyen de gestion pour certains peuplements du type taillis de châtaignier ou ce genre de choses, et c'est faux. Donc voilà, moi je voulais juste dire ça et dire qu'on peut faire des choses très belles en forêt, et il suffit de les faire de façon respectueuse et en ne perdant jamais de vue que la forêt, elle n'a pas besoin de nous pour vivre et que c'est vraiment nous qui avons besoin d'elle et que c'est pour ça qu'on intervient en forêt. Alors, respectons-la. Mais c'est effectivement le sujet qu'on abordait au début, hein, sur le sujet de la biomasse. Je ne sais plus si je le disais, non, je crois que je le disais tout à l'heure quand j'étais dans l'hémicycle, hein, que moi, je me souviens bien de ce débat quand j'étais maire du 9e arrondissement à Lyon et qu'on avait, que le quartier de la Duchère avait été classé effectivement dans la première génération des écoquartiers, et ce qui avait été un élément fort de ce classement, c'était sa chaufferie au bois qui alimente aujourd'hui plus de 5000 logements. Et donc, et où il y avait ces sujets-là, oui, mais d'où vient le bois, est-ce qu'on démolit les forêts pour, voilà. Et évidemment, c'était présenté comme l'alternative aux énergies fossiles et au fuel. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est un vrai sujet qui était d'ailleurs l'objet de l'amendement de Delphine au début, qui a malheureusement été rejeté. Bon, je suis un peu désolé pour toutes les questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vais me mettre sur les questions. C'est un peu la loi du genre. Pardon, Cédric ? Je vais me mettre sur les questions du chat. Ah ben voilà, parce que Cédric, il n'a pas eu le temps de le dire, mais c'est un passionné de la forêt, donc il va se mettre sur les questions du chat. On accueille Mathieu. Salut tout le monde. On était en train de parler de tes amendements qui vont donc qui seront pas passés pendant notre heure de débat sur la forêt, mais on est quand même pas trop mal. On est quand même tombé au moment de l'article 19, ce qui est plutôt bien. Et donc tes amendements sur la forêt,
passeront vraisemblablement pendant que tu seras en train d'animer la table ronde sur le vélo. Eh bien, écoute, comme ça nous permettra de suivre. Donc, on a le Mister Villani en séance, à ce que je vois. Mister Villani et Miss Bagari. Et j'y retourne, moi, pendant ta table ronde vélo. Très bien. Donc, vous allez pouvoir nous dire au début de la table ronde. J'imagine qu'il y a peut-être un jingle avant. Comment ça se passe? Voilà, donc j'allais le dire. J'allais remercier donc Nathalie et Bruno, Cédric et Delphine, et puis évidemment tous les teachers et les twitchers qui donc nous ont posé plein de questions sur le chat. Et on va donc enchaîner après notre jingle sur une table ronde vélo. Donc le vélo, effectivement, un objet essentiel pour cette loi climat, mais comme effectivement on ne l'a pas retrouvé dans le projet de loi, eh bien l'ensemble des amendements… Oui, vas-y Cédric. Peut-être avant de faire la transition, attendez une minute. Vous allez avoir Frédéric Tufnel Ouais, sur le question, temps le fin mot sur cette histoire des moulins. Allez, on va en séance. Oui, mais alors comme il y a un décalage, Cédric, du coup, on est encore sur… Quelques secondes encore, c'est tout. C'est Barbara Pompili, là, c'est ça qu'on voit? Sur lesquels on peut avancer ensemble sans être obligé de modifier la loi, ce qui aurait des conséquences beaucoup plus lourdes. Merci, Madame la Ministre. Alors, Madame Tufnel. Merci Madame la Présidente. Alors, pour compléter ce que vient de dire Madame la Ministre, moi aussi, je voudrais vraiment revenir sur la question de la politique de restauration des cours d'eau. Elle ne vise pas à détruire des moulins systématiquement. Ce n'est pas ça. La plupart des ouvrages qui sont dans les lits mineurs ne sont pas tous des moulins. C'est une généralisation qui nous fait croire qu'on fait n'importe quoi, alors que c'est absolument faux. Demandez aux agences de l'eau, elles ne font pas n'importe quoi. Il y a des ouvrages qui ne sont pas entretenus et qui sont où il n'y a pas de passe à poissons, où il y a des situations qu'on ne peut pas absolument laisser telles quelles. En plus, l'eau retenue dans un lit mineur est très faible. Vous pensez que vous allez stocker de l'eau infiniment parce que vous avez une petite retenue? Non. Souvent même, les sédiments sont là pour bloquer l'infiltration de l'eau. Je vais vous donner un exemple. Les tourbières du Jura, il a fallu les restaurer, il a fallu les remettre en eau. Eh bien là, dans ce cas-là, il a fallu qu'on supprime des seuils transversaux qui avaient été créés par l'homme et qui avaient été ajoutés pour rectifier le système, l'organisation de ce cours d'eau. Donc il a fallu les supprimer. Donc vraiment, je vous en supplie, comprenez que la situation est très complexe et ce n'est pas uniquement une volonté de supprimer des moulins, ce n'est pas le cas. Il y a plein d'ouvrages, c'est vrai, et l'objectif de notre loi aujourd'hui et du texte, c'est bien de pouvoir stocker au maximum l'eau en quantité suffisante. Donc moi, je vous invite à suivre la ministre. Merci. Merci, Monsieur Sadier. Alors, donc il me reste juste à vous remercier encore. Donc, évidemment Bruno Doucet pour toutes ces explications et puis donc ces amendements qu'on aura essayé de porter et il y en a encore 2 qui vont arriver. Nathalie, merci. Donc vous avez compris, hein, les citoyennes citoyens qui veulent acquérir des forêts, c'est Nathalie qu'il faut contacter et avec son fonds de dotation Forêt en Vie. Voilà, donc après le jingle, on parle vélo et on parle vélo bien que ce ne soit pas dans l'objet de la loi et donc l'ensemble des amendements qui ont été portés par moi-même, mais surtout Mathieu et d'autres collègues, moi-même avec la ville à vélo à Lyon, mais Mathieu avait porté beaucoup d'amendements. Évidemment, ils ont tous été, je crois tous quasiment, été déclarés irrecevables parce que, effectivement, sans lien direct, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la loi, mais tu nous en diras plus dans quelques secondes après le jingle dont on ne se lasse pas. Merci à toutes et tous et à très vite. Merci. Amusez-vous bien. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre.